Avec la sortie du Roi Lion en 1994, Disney a rencontré un succès comme jamais auparavant. Et à notre époque, où Disney ne sait plus vraiment se réinventer et survit essentiellement par l'essorage de ses propres licences à succès jusqu'à en épuiser la moindre substance, il est intéressant de nous pencher sur le cas de la suite du Roi Lion, l'honneur de la tribu, et de son antagoniste phare, Zira. Après avoir rencontré une telle réussite, il aurait été étonnant pour Disney de ne pas essayer de surfer sur la vague de succès du premier opus. Et comme il était de coutume à l'époque, la question d'une suite est vite mise sur la table. Cependant, la différence qu'on peut avoir avec la nouvelle façon de faire de Disney, c'est que l'investissement dans les suites était très loin d'être équivalent au budget faramineux qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. C'est pour cette raison que l'animation est souvent de moindre qualité, et on ne parlera pas par exemple de la suite d'Aladin et du retour de Jafar. Mais dans le cas du Roi Lion, ce sont les studios d'animation Disney de Sydney en Australie qui se sont chargés de l'essentiel du travail. Au terme de leur réflexion, et il faut admettre que celle-ci fut longue, le choix est fait pour cette nouvelle histoire d'utiliser une fois encore en guise de toile de fond le travail de Shakespeare. Là où le premier serait une réinterprétation d'Hamlet, sa suite ressemblerait plutôt à une sorte de Roméo et Juliette, mettant en scène les enfants des différents protagonistes du premier opus, et logiquement, l'enfant présenté par Simba à la fin du premier serait de la partie. Il est donc révélé qu'il s'agit d'une fille, Kara, et qu'elle se retrouvera confrontée au fils adoptif de Scar, avec des guillemets car ce statut prête à confusion, Kovu, et c'est là que sa mère, Zira, entre en jeu. Zira est une lionne, mère de 3 enfants, Nuka, l'aîné, Kovu, son favori, et la petite dernière, Vitani. Elle est également la veuve de Scar et l'une des premières questions que l'on peut logiquement se poser est celle de la paternité des enfants. Qui est leur père? Dans le film, Kovu nous dit que Scar était son père adoptif. On peut tout de même noter d'une certaine ressemblance physique assez troublante du point de vue de son pelage qui ne s'apparente à aucun autre lion vu dans la saga, si ce n'est plutôt celui de Scar et sans compter les yeux. Et justement, cette question, le spectateur n'est pas le seul à se la poser. Les scénaristes s'y sont également penchés et de nombreuses possibilités ont été étudiées. Par exemple, dans l'un des premiers scripts, Kovu était le fils d'un autre roi, un dénommé Regandi. Et Kovu aurait simplement été kidnappé par Zira alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Regandi était décrit comme étrangement ressemblant à Mufasa, si ce n'est sa crinière de couleur noire. Et son statut royal aurait également permis de renforcer la légitimité de Kovu pour qu'il puisse prétendre à la main de Kiara. Le second problème qui se pose avec un Kovu fils naturel de Scar, c'est bien sûr celui de l'inceste. Car dans ce cas, cela signifierait que Kovu n'est ni plus ni moins que le cousin de Kiara. Bref, tout cela est très compliqué et on peut comprendre la décision qui a été prise de botter en touche. Mais revenons-en à Zira. Celle-ci est donc la veuve de Scar et son but en tant qu'antagoniste est très simple et repose sur un seul principe, la vengeance. Après la mort de son compagnon, seule sa haine, sa colère, sa soif de vengeance la maintiennent en vie. Il n'y a plus qu'un seul but qui la guide, l'espoir de faire souffrir Simba. Son dernier soupir dans le noir, c'est mon chant d'espoir. Qu'elle estime comme unique responsable à la fois de la mort de Scar, mais également de leur situation actuelle, où elle et les siens se sont retrouvés bannis de la Terre des Lions. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle de la justesse de la cause de Zira, et de facto, de la décision prise par Simba de la bannir, elle et son entourage. À travers l'histoire de ce deuxième opus, Disney décide d'aborder le phénomène du cycle de la vengeance. Une question extrêmement complexe où chacun aurait une réponse différente à apporter. Mais ici, Disney décide d'y apporter une conclusion sur laquelle chacun pourrait s'entendre, celle de mettre un terme définitif au bain de sang. La question n'est plus au final du droit d'obtenir la justice ou la vengeance, mais que tout cela est vain si cela ne peut apporter que toujours plus de rancœur ou de mort. Ce qui est intéressant ici, c'est que Zira n'est pas la seule à qui on peut faire des reproches. En les bannissant, en les exilant, en punissant le groupe tout entier pour les crimes d'un seul individu, Simba n'a peut-être pas pris la bonne décision. C'est tout du moins ce que le film sous-entend, car Zira et les siens vivent très mal le fait d'avoir été isolés ainsi, et c'est ce qui nourrit une grande part de leur rancœur. Simba leur a tout enlevé, leur terre, leur prestige. Pourtant, certains comme Kovu n'ont même qu'une vague idée de qui était Scar.
Je n'avais jamais entendu cette version de l'histoire. Ce n'était donc qu'un assassin? Mais ne me condamne pas pour un crime que je n'ai pas commis. Et dans le cas de Zira, il lui a donc enlevé son compagnon. À partir de là, celle-ci va vouer l'entièreté de sa vie à la destruction de celle de Simba et de ses proches. Cette quête infernale de vengeance lui fait même perdre le sens véritable de la vie et son attachement pour ceux qui lui sont chers. Ainsi, elle décide de fonder tous ses espoirs sur Kovu, ce qui met de côté son aîné, Nuka, qui se sent délaissé malgré ses nombreux efforts pour aller dans le sens de sa mère, là où à l'inverse, Kovu est naturellement éloigné des principes et valeurs de vengeance que Zira tente vainement de lui inculquer. Et dès le départ, nous pouvons constater qu'elle est prête à le sacrifier pour mettre au défi son adversaire. Si tu exiges ta livre de chair, tiens. Tout comme elle voit dans le souhait de Kovu de se faire une amie avec Kiara, quelque chose de plus machiavélique, digne de Scar. Or, les intentions de Kovu sont pures, et même après avoir été entraîné pendant des années pour devenir l'outil, l'arme dont sa mère rêvait, son entraînement ne peut rien faire contre l'amour qu'il peut ressentir pour la fille de Simba. En réalité, ce que le film essaye de nous dire, c'est qu'entre la vengeance ou l'amour, la seconde est toujours plus forte, et il n'y a qu'elle qui peut nous permettre de nous accomplir, d'aller de l'avant. Là où à l'inverse, la vengeance ne peut que nous mener vers un ravin duquel nous ne pouvons que tomber. C'est une histoire qui peut évidemment faire penser par exemple à celle de Jake Sully dans Avatar. Celui-ci intègre la tribu des Na'vi avec pour objectif final de les trahir. Mais l'amour pour leur culture et pour Neytiri, sa guide, va le pousser à changer de camp, en découvrant notamment qu'il était certainement dans le mauvais camp au départ. Et oui, la vendetta aveugle ne peut que conduire à la perte des personnes qui nous sont chères. Là encore, prenons le cas de Nuka. Celui-ci a été délaissé par sa mère, et c'est ce qui va le pousser à poursuivre Simba, mettant ainsi sa propre vie en danger inutilement. C'est ce qui lui est fatal. En réalité, celui-ci n'avait pas autant de rancœur vis-à-vis de leur ennemi. Son véritable désir était de satisfaire sa mère, d'obtenir l'amour qui lui manque et dont elle n'avait jamais fait la démonstration à son égard. La mort de Nuka ne fait malheureusement pas prendre conscience à Zira de cet aspect, qu'elle a oublié d'aimer son fils. Au contraire même, elle va reprocher de nouveau cette perte à Simba, ce qui renforce donc là encore sa rancœur, et elle atteint alors un point de non-retour. Sa quête de vengeance lui a déjà fait perdre trop de choses, son époux et maintenant son fils, et elle ne peut plus faire machine arrière. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Alors, elle ne peut aller que de l'avant, ce qui consiste à s'enfoncer encore plus dans la cruauté et l'horreur. Mais comme elle est la seule à être aussi enfoncée dans la noirceur, ceux qui lui restaient encore fidèles commencent à se détourner d'elle. C'est par exemple le cas de certaines lionnes qui estiment que cette quête leur a déjà trop coûté et qu'il est temps de passer à autre chose. Le meilleur exemple est bien sûr celui de la fille de Zira, qui décide la première de se détourner de sa mère en prenant le parti de Simba, lorsqu'elle comprend que Kovu est amoureux de Kiara, ce qui pousse Zira à menacer sa propre fille, tant sa vengeance finit par l'aveugler. Si tu refuses de te battre, alors tu mourras toi aussi. Et c'était là la limite à ne pas franchir. Mais maintenant, il est trop tard, et Zira est toute seule. Plus personne ne croit en son désir de vengeance, qui ne fera que les conduire à l'autodestruction. Ainsi, elle tente une ultime attaque sans succès avant de chuter d'une falaise, depuis laquelle Kiara essaye de la sauver, ce qui fait écho bien sûr à la mort tragique de Mufasa, où Kiara se trouve désormais à la place de Scar, et Zira, celle du roi de la tribu des lions. Malheureusement, celle-ci n'a jamais vécu dans un environnement de confiance. Elle ne peut pas croire sincèrement en la bonté de celle qui tente vainement de lui tendre la main, ou plutôt la patte. Et pire encore, Zira ne vit désormais plus que pour une chose, se venger. Elle sait donc que sa place n'est plus ici, au milieu des lions, si ça ne peut que leur apporter du malheur. Alors dans le film, celle-ci chute définitivement et plus ou moins accidentellement. Cela dans l'unique but d'amoindrir la violence de la scène pour le jeune spectateur. Un peu à la manière du trépas de la sorcière de Blanche-Neige qui disparaît à cause de l'environnement. Il est vrai que si c'était les nains qui se retrouvaient à assassiner la sorcière, ça relèverait plus de Game of Thrones que de Disney.
Mais pourtant, dans l'un des premiers scripts, il était clairement établi que Zira se jetait volontairement du haut de la falaise pour mettre fin à ses jours. Je trouve au final que ça aurait été un choix bien plus intéressant et surtout pertinent. Le personnage sait que son existence ne fait plus de sens, car sa vengeance ne peut apporter que le mal, que la souffrance, la douleur autour de lui. Alors sachant que sa vie se résumait uniquement à cela, et pour éviter que ses propres désirs ne fassent souffrir les siens, elle décide de mettre fin à ses jours d'elle-même. Voilà plus ou moins tout ce qu'il y aurait à dire sur le personnage de Zira dans ce film, même si son histoire se poursuit dans le dessin animé La Garde du Roi Lion, où on nous apprend qu'elle a tenté également de convaincre le deuxième enfant de Simba, Kion, de rejoindre son parti, malheureusement sans succès. Quoi qu'il en soit, les héritiers spirituels de Scar et de Zira sont parvenus à trouver leur place au sein de la tribu, puisque Kovu est le nouvel héritier étant donné la place qu'il occupe aux côtés de Kiara, et Vitani, quant à elle, est devenue la leader de la garde du Roi Lion. Ce que je trouve excellent avec ce parti pris de mettre en avant le cycle de la vengeance à travers le personnage de Zira, c'est qu'il est pour le jeune spectateur un excellent premier pas dans ce genre de la dramaturgie, et qui pourrait plus tard servir d'écho lorsque vous découvrirez d'autres personnages dont les ambitions peuvent se rapprocher de celles de l'antagoniste du jour. Bien sûr, contenu adulte oblige, la chose sera souvent bien plus développée ou nuancée, au point que parfois ce sont bel et bien des héros qui se laisseront porter par leur quête de vengeance. Je pense bien sûr au personnage de V dans V pour Vendetta, mais on pourrait bien sûr également parler des sœurs Stark, Arya et Sansa, qui chacune à leur manière se laisseront porter par leur désir de vengeance pour survivre dans un milieu aussi hostile. Et puis bien sûr, c'est un excellent message au niveau des valeurs à adopter, qu'il faut bien sûr savoir se battre contre les injustices, mais qu'il faut aussi savoir être juste avec le perdant, sous peine de relancer le conflit plus tard en créant d'inutiles rancunes. Bref, voilà plus ou moins tout ce que j'aurais à dire concernant le personnage de Zira. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me proposer d'autres personnages ou antagonistes dont vous voudriez découvrir l'histoire ou l'analyse qu'on peut en faire. En attendant, il ne me reste plus qu'à remercier toutes les personnes qui décident de soutenir la chaîne sur Tipeee, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute, ciao.